Le quotidien de ces habitants donc qui sont assiégés, qui n'ont pas de nourriture, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas de carburant, c'est un enfer. Oui, comme vous l'avez dit, Julien, la ville est assiégée sous blocus depuis février dernier. Et bah, tout simplement, un quotidien sous blocus, c'est des personnes qui sont obligées de manger. J'ai eu des témoignages des personnes qui mangent des feuilles d'arbres pour survivre. Il y avait un moment à Djibo, en début de l'année, il n'y avait pas d'eau. Des personnes ne pouvaient pas boire d'eau et certaines devaient aussi tuer, abattre leur bétail. Il faut savoir que dans cette région, pour certaines personnes, leur bétail, c'est vraiment leur trésor, c'est leur, comme si c'était leur compte en banque. Et abattre le bétail, normalement, ça se fait dans des situations exceptionnelles, comme lors d'un mariage, lors d'une fête ou d'un baptême, mais pas pour se nourrir au quotidien. Là, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix et ça ne suffit pas, ça ne suffit pas d'ailleurs. Et il y a aussi les coupures des réseaux téléphoniques. Il n'y a plus de réseau téléphonique à Djibo depuis février. Grâce à certaines ONG, il y a pu avoir des antennes relais qui ont été installées et certaines personnes peuvent communiquer via Wi-Fi, mais ça reste très compliqué. Pourquoi il n'y a plus de réseau téléphonique? Parce que les groupes djihadistes ont détruit des antennes relais à Djibo. Vous me disiez aussi hors antenne, Khalidou, que des enfants sont morts de faim à Djibo. Oui, on a été alerté par une OSC du Soum qui nous a alerté qu'en début de semaine, il y a 8 enfants qui sont morts de faim à Djibo. Barbara Manzi, est-ce que vous avez des précisions sur cette information-là? Malheureusement, on est très conscient du fait que la population à Djibo était déjà en situation extrêmement préoccupante. Encore une fois, la malnutrition est un fait pour la vie de beaucoup de zones et c'est ça la raison pour laquelle on a voulu intervenir immédiatement avec pour combler ces besoins avec de l'aide nutritionnelle. Les détails sont en train d'être vus. Il y a des indications effectivement qu'il y a eu des morts à cause de la malnutrition. Il faut voir aussi qu'on est à la fin de la saison de soudure et malheureusement toutes les années on a ces types de situations, mais on est vraiment préoccupé. La situation est grave, encore une fois, pour Djibo, mais pas seulement. Oui, le manque d'accès à l'eau potable aussi, Barbara Manzi, ça a quelles conséquences pour les populations? Vous savez, on peut ne pas manger pendant une semaine, on ne peut pas ne pas boire pendant 48 heures. Donc, l'accès à l'eau est absolument fondamental pour la vie des gens. Et ça, c'est un fait de la vie. Donc, c'est extrêmement important. Il y a eu des attaques aux infrastructures, oui, des télécommunications, d'électricité, mais aussi d'eau dans les passés. Et donc, c'est surtout important que toutes les parties au conflit ne touchent pas ce bien qui est le bien principal des populations. Et autant, c'est important d'ouvrir une voie terrestre pour assurer que les biens nécessaires soient là. Ce n'est pas avec une opération héliportée qu'on peut répondre aux besoins de près de 370 000 personnes qui sont à Djibo à présent. C'est fondamental que les rues soient ouvertes. Oui, sauf que c'est pour l'instant la seule solution. On va en parler dans un instant avec vous, Wassim Nasr. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Oui, Khalidou, sur l'eau? Sur les chiffres, en fait, le nombre d'habitants, il y a plusieurs chiffres qui circulent, 200, 300, 350 000. Ça s'explique parce que Djibo avait, vers 2015, avant l'insécurité, peut-être 100 000 habitants et beaucoup de populations des villages environnants, Tongo Mayel, Nassumbu, Baraboulé, se sont déplacés vers Djibo. Ça a augmenté le nombre de déplacés internes et d'habitants de Djibo. Je prends un exemple, entre décembre 2021 et janvier 2022, on estime à 50 000 personnes qui sont rentrées au sein de Djibo. Donc la famine augmente, mais le nombre de personnes augmente, donc ça ne facilite pas la situation sur place. Wassim, Barbara Manzi le disait, c'est vrai que le ravitaillement aérien ne règle pas tout, mais là c'est la seule solution quand on voit à quel point les camions de ravitaillement sont attaqués. Oui, effectivement, et j'aimerais rebondir sur les antennes relais aussi. Ça, c'est une politique suivie par les djihadistes depuis longtemps, théorisée depuis l'Afghanistan et le Pakistan. Sur les coupures téléphoniques. Couper les téléphones pour que justement les gens n'arrivent pas à communiquer avec les autorités et pour que les djihadistes eux-mêmes, qui sont dans les rangs,
gens ne communiquent pas avec le monde extérieur qui va mettre en péril la sécurité des chefs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils font et qui est systématique, Mali et Burkina Faso. C'est la signature des groupes armés, quoi. Exactement. Ouais. Voilà, c'est fait à dessein, c'est pas juste pour détruire. Il y a des vraies raisons, on va dire, tactiques derrière. Voilà. Ouais. Sur les routes, effectivement, dès qu'il y a un convoi qui se constitue, il est très visible. Et aujourd'hui, on sait que toutes ces zones-là sont décrétées zones militaires par les autorités. Donc les autorités burkinabées ne laissent pas les convois y aller sans escorte. Et du moment qu'il y a un convoi qui se constitue, on a les images, peut-être qu'on pourra les voir. Le convoi, il est très grand. Là, c'était en l'occurrence 150 camions. Il y a de l'aide humanitaire, il y a des denrées, il y a des commerçants qui se greffent dessus, il y a des voyageurs qui se greffent dessus. Et donc, ça devient une manne financière que les djihadistes aimeraient taxer. Et la présence de l'armée fait qu'aujourd'hui, ils sont attaqués. Donc des fois, les gens disent que c'est mieux si c'est des petits convois. Et là, ce qu'on a vu sur les motos, peut-être qu'on peut les revoir, c'est une attaque qui a eu lieu, donc Al-Qaïda, sur la route entre Dori et Ouagadougou. Et c'est intéressant de les voir parce que ça explique, donc cette vidéo avec les motos, comment ils procèdent tactiquement. Donc ils se positionnent autour de la route, ils tirent sur les convois, puis ils se déploient sur la route. Et là, vous voyez le nombre de motos, comment ils se déplacent dans les deux sens. Donc ce sont des razzias. Donc c'est des attaques, c'est des hit and run. Ils tapent et ils repartent. Donc il ne faut pas imaginer que quand on dit Djibo est sous blocus, qu'il y a des checkpoints sur les routes. C'est juste que toutes les routes sont sous le feu des djihadistes à n'importe quel moment. Voilà. Et c'est ça qui empêche l'entrée. D'ailleurs, l'armée française même avait largué dans une autre région le 24 du riz depuis le ciel, parce que comme l'a très bien dit la représentante des Nations Unies, il y a plusieurs zones qui sont concernées par le phénomène, quoi. Et les blocus ne se font pas pour rien. Les djihadistes font des blocus pour que les populations se soumettent, arrêtent de communiquer avec l'État, payent la dîme. Et ceux qui acceptent de faire des accords gagnent un temps de répit. C'est le cas, par exemple, dans le centre du Mali. C'est le cas là. Là, cette attaque-là a été revendiquée par le JNIM, par Al-Qaïda. Alors, on va peut-être regarder l'image si on l'a. C'est une attaque qui nous avait vraiment impressionné. C'était la semaine dernière. Donc, ces convois, il y avait quoi, des dizaines de camions qui se dirigeaient vers Djibo, attaqués par des djihadistes. Donc, a fortiori, c'était Al-Qaïda. C'était Al-Qaïda qui a revendiqué. Donc, on a la revendication. Là, c'est les images d'une autre attaque. Oui. Donc, on a l'image de la revendication qu'on pourrait voir. Et ce qui est intéressant dans cette revendication, c'est que Al-Qaïda revendique, ils disent on met la pression économique, on met la pression qui a mené à un deuxième coup d'État. Même si vous faites des coups d'État, ça ne servira à rien à l'adresse des forces armées burkinabées. Et ils disent quand même, si on peut voir la revendication, on pourrait voir la dernière phrase qui est en arabe et dans laquelle ils disent si vous revenez au bon chemin, ça va. Si vous voulez la guerre, nous, on la veut aussi. Mais si vous voulez la paix, utilisez les bonnes voies. Donc des négociations. Donc la porte des négociations reste ouverte. Et ça, et là, voilà, la revendication, on la voit. Et donc cette porte de négociation, c'est le propre, on va dire, d'Al-Qaïda, qui use de tous les moyens. Donc là, la guerre, les blocus, mais aussi les négociations pour arriver à ses fins. Il faut rappeler aussi qu'au Burkina, il y a eu déjà des accords locaux qui ont duré le temps des présidentielles, des dernières présidentielles, et qui sont très vite arrivés à leur terme. Au Mali, ça se passe autrement. Les accords de trêve durent plus longtemps, mais encore une fois, c'est le propre d'Al-Qaïda. Et il n'y a pas que Al-Qaïda au Burkina et au Mali. Il y a aussi l'État islamique. On en reparlera, mais est-ce qu'on connaît la politique aujourd'hui des nouveaux maîtres du Burkina Faso concernant ces négociations avec les groupes djihadistes? Pour l'instant, ils n'ont pas du tout communiqué sur leur politique envers les groupes djihadistes. Je sais que le gouvernement précédent avait entamé ce qu'ils appelaient des discussions, des tables rondes avec certains représentants locaux de groupes, mais il n'y a pas eu de documentation qui a permis d'affirmer ça ou d'informations pour vérifier ça. Barbara Manzi, revenons sur le côté plus humanitaire avec vous. Parlez-nous, si vous le voulez bien, des groupes aujourd'hui qui sont déployés à Djibo. Comment est-ce qu'ils peuvent travailler dans ces conditions? Et est-ce que ces ONG, elles dépendent exclusivement des ravitaillements qui viennent de l'extérieur? Alors, je voulais d'abord faire un commentaire Allez-y. sur ce qui dit jusqu'à présent. Parce que c'est important de comprendre que dans beaucoup de pays, on est capable de dans des situations autant difficiles que celles de Djibo et des autres zones enclavées qu'on observe aujourd'hui au Burkina Faso. Ce que c'est important, c'est que toutes les parties, y compris les autorités nationales, respectent l'espace
et les principes humanitaires. Il permet un accès sans entrave des travailleurs humanitaires à toutes les personnes dans les besoins. N'importe quel endroit où ces personnes se trouvent. Donc, c'est possible. C'est important aussi qu'on fasse une distinction entre les opérations humanitaires et les opérations d'autres types. Les humanitaires continuent à opérer, c'est pas facile. Les collègues, on a plus de 100 personnes parmi les humanitaires qui sont à Djibo. On est content d'avoir travaillé d'arrache-pied avant la crise, avoir ces antennes relais pour que puissent communiquer, mais c'est fondamental que pas seulement la population soit ravitaillée, mais que le système soit mis en place pour que nous, on puisse arriver. Et c'est clair et net qu'on l'a fait dans beaucoup de pays. Moi, j'ai travaillé dans tous les continents du monde. C'est possible. Il faut simplement que les autorités, les communautés, tous les partis au conflit soient bien clairs que nous, on est là que pour la population. Et dans notre neutralité, ce sera possible, je suis convaincue, d'arriver où on doit arriver. Les enfants ne peuvent pas manger les feuilles ou mourir de la faim. On a la responsabilité commune, je pense, d'essayer vraiment d'assurer que le basique soit mis en place pour que ce type de situation ne touche pas les populations et surtout les plus vulnérables. Mais concernant la logistique, Barbara Manzi, on voit bien la difficulté avec laquelle ces opérations sont menées par l'armée, faute de moyens. Est-ce qu'on peut imaginer un jour la création d'une force onusienne, à l'image de la MINUSMA au Mali, qui viendrait en aide aux populations civiles ? Ça va bien au-delà des discussions qui sont en pied à ces moments-là, n'est pas vraiment sur la table que je sache, mais c'est clair que ce dont on parle maintenant, c'est accès humanitaire, accès des populations aux services et aux biens et accès des humanitaires aux populations. Donc, je répète, c'est la responsabilité de toutes les parties de nous laisser passer et de nous aider vraiment à aider les populations qui sont dans les zones qui contrôlent. Ça, c'est la loi internationale humanitaire et c'est une obligation de la part de tous les partis au conflit. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, Wassim. Ce n'est pas le cas aujourd'hui pour différentes raisons, parce qu'encore une fois, l'État burkinabé a décrété que ce sont des zones militaires, donc il y a escorte obligatoirement, et dès qu'il y a escorte militaire, donc attaque djihadiste. Si on parle d'Al-Qaïda, Al-Qaïda accepte les ONG dans certains endroits. Donc ils arrivent, les ONG, à travailler dans des zones contrôlées par le JNIM ou Al-Qaïda. C'est différentes mesures, on va dire, mais c'est faisable. Mais en ce qui concerne l'État islamique, c'est impossible. Parce qu'il n'y a pas que Al-Qaïda au Burkina. Donc il y a l'État islamique qui remarque sa patte dans le pays depuis le début de l'année. Et si vous voulez, on a une carte qui montre les dernières attaques importantes, on va dire, et revendiquées par l'État islamique au Burkina. On ne parle pas de toutes les attaques djihadistes. Donc on a une carte qui va bien illustrer ce dont on parle. Et donc voilà les dernières attaques importantes et revendiquées par l'État islamique. Donc on a eu dernièrement Déhou, il y a eu Dori, il y a eu Saïtanga où la population a appelé Al-Qaïda à l'aide pour faire face à l'État islamique. Donc c'est à noter. Et il y a l'attaque de Petel-Kolé, qui est une attaque transfrontalière, donc c'était en avril, si ma mémoire est bonne. Donc depuis le Burkina vers le Niger, où c'est l'armée du Niger qui a été attaquée par l'État islamique. On a un diapo photo qui montre aussi ces dernières attaques, juste pour qu'on voit voilà, la teneur. Donc là, c'est des 12-7 montés sur moto. Donc c'est des techniques importées, on va dire, de l'État islamique au Levant. Là, c'est le passage frontalier avec le Niger, donc, dont on parlait il y a 2 secondes. Là, les véhicules, c'est le véhicule de l'armée du Niger. Et vous voyez qu'ils arrivent à passer la frontière, attaquer et revenir chez eux. Donc ça reste à noter. Là, c'est l'attaque de Saïtanga. Pareil, même mode opératoire, même façon de se mouvoir. Donc ils ont gagné en capacité tactique et opérationnelle. Là, vous voyez. Et là, c'est l'attaque de Saïtanga aussi, parce qu'à Saïtanga aussi, il y a une unité de Al-Qaïda qui a rejoint l'État islamique. Et là, c'est Déhou, l'attaque de Déhou. Donc ça, c'est un véhicule avec un 14-5. Donc ils arrivent à s'attaquer à des forces armées bien équipées, à récupérer l'armement et à se mouvoir dans cette zone-là, alors qu'ils sont en guerre avec Al-Qaïda. Ils essayent d'aspirer le djihadistes d'Al-Qaïda vers eux, et en guerre avec les pays de la région et toutes les forces en présence. Et donc ça rentre aujourd'hui aussi dans l'équation. Et pour rappeler encore une fois qu'eux, ils ne travaillent. Ils ne laissent pas les ONG travailler. Ils tombent sur des ONG
souvent, ça se finit très très mal, qu'elle soit locale, avec des travailleurs locaux, hein, j'insiste, ou étrangères. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu vraiment une montée en puissance de l'insécurité depuis 2015, hein, milliers de morts, quelques 2 millions de déplacés, puis donc ces attaques, 40% du territoire burkinabé qui est hors de contrôle maintenant de l'État. Juste une dernière question, peut-être Khalidou, est-ce qu'on sent monter aujourd'hui une mobilisation pour libérer Djibo? C'est vrai que dernièrement, les dernières images et les témoignages ont vraiment marqué l'opinion au Burkina Faso. Et sur les réseaux sociaux, il y a un mouvement qui se crée qui s'appelle #Agir pour Djibo, pour demander, alerter aux organisations, qu'elles soient régionales, la CEDEAO ou internationales, de faire un pont aérien pour venir en aide au plus vite à Djibo. Barbara Manzi, il nous reste une poignée de secondes si vous voulez rajouter quelque chose pour conclure. Ouais, écoutez, les opérations héliportées sont bien plus coûteuses que le reste. Nous sommes là, on est en train de travailler, on continue de travailler d'arrache-pied. Soyons clairs, les plans d'action humanitaire qui demandent 800 millions de dollars pour l'année 2022 est financé qu'à 30%. Donc, c'est fondamental, pas seulement que les partis en conflit se met dans la disposition de respecter les droits internationaux humanitaires, mais aussi c'est fondamental que les bailleurs de fonds puissent donner les moyens pour pouvoir avoir les financements nécessaires, ce qui est difficile aussi en vue de la crise ukrainienne et tout ce qui sont les conséquences à niveau des financements des nations. Il faut rappeler aussi que les moyens de l'armée burkinabé sont limités. Donc quand il y a un hélico qui est affrété à l'aide humanitaire, il n'est pas dans la guerre contre les factions djihadistes, ça aussi il faut le rappeler. Ça limite beaucoup de choses. Voilà, donc ça limite beaucoup de choses. D'ailleurs le convoi qui se dirigeait de Buranza vers Djibo était escorté par un hélico qui était obligé de rebrousser chemin parce qu'il n'avait pas assez de carburant. Donc ça aussi, il y a la réalité aussi du terrain qui fait qu'il n'y a pas assez de moyens pour fournir toutes ces zones s'il n'y a pas une aide, on va dire, internationale assurée à cette fin. Merci infiniment pour toutes ces informations et ces éléments, Barbara Manzi, coordinatrice résidente des Nations Unies au Burkina Faso et coordinatrice humanitaire dans le pays. Merci Wassim et merci à vous Khalidou. Voilà donc pour cette page spéciale consacrée à cette ville assiégée et sous blocus donc djihadiste depuis 8 mois maintenant, Djibo au Burkina Faso.